sommes ravis d'accueillir comme intervenant Noémie Rebière, chercheuse en géopolitique spécialisée dans l'énergie de la défense et également chercheuse au sein de l'IRIS, Aymeric Guilbaud, ancien sous-marinier sur sous-marin nucléaire d'attaque, Christophe Acheté, officier du génie dans l'armée de terre, et en modératrice Flore Vasseur, journaliste, écrivaine et réalisatrice. Merci à vous pour votre présence et bonne conférence à tous. Bonjour à vous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce sujet éminemment d'actualité, malheureusement, et aussi probablement trop peu couvert, en tout cas par moi. Je suis Flore Vasseur, effectivement j'ai un petit passé de journaliste, mais j'interviens aujourd'hui vraiment en tant que béotienne de ces sujets. Ça me passionne et j'y connais rien, et je pense que ces questions sont impensées aujourd'hui dans notre champ médiatique, et c'est ce qui m'a motivée à prendre la charge de cette modération. Donc je vais vraiment jouer le rôle de la citoyenne qui n'est pas experte. On a un plateau formidable de personnes qui cherchent et qui sont sur le terrain, et je pense qu'on a besoin de ça pour comprendre ce qui se passe. Je vais commencer par vous, Noémie, qui êtes donc chercheuse, pour nous dresser, on va faire la technique, vous allez voir, de l'entonnoir que les journalistes adorent, pour faire avancer notre raisonnement. Et moi, je voudrais qu'on commence par un coup d'œil sur la situation géopolitique et politique et globale, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Où en sommes-nous ? Alors, donc on parle d'enjeux de défense ici. Donc l'idée, c'est de vous dresser un petit peu un tableau sur l'état du monde aujourd'hui. Je ne vais pas avoir le temps de faire des digressions géopolitiques en donnant énormément d'exemples, mais en se concentrant sur les enjeux de conflictualité et également de ressources. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a si vous êtes tous ici aujourd'hui à l'université, c'est que vous le savez déjà, mais il y a cette notion et cette problématique du changement climatique qui est en toile de fond de tout le contexte que je vais poser et qui est générateur lui-même de conflits et multiplicateur de tensions parce que justement ça génère des conflits autour des ressources, des conflits autour des événements climatiques extrêmes qui vont générer des tensions sociales, des tensions politiques. Il y a toute la notion de justice sociale. Enfin voilà, le contexte tel quel du changement climatique est déjà un facteur de tension gigantesque. Simultanément, d'un point de vue géopolitique, on a aujourd'hui une recrudescence des guerres de toutes sortes, des guerres ouvertes, des conflits armés, mais également des guerres économiques, commerciales, des guerres hybrides, des guerres cyber. Voilà. Donc peut-être pour illustrer quelques conflits géopolitiques aujourd'hui, en faisant le lien avec les ressources et les tensions sur les approvisionnements, on a celle qui vient, parce qu'on est en Europe, la première qui nous vient, c'est celle entre la Russie et l'Ukraine, où la question de l'énergie et de l'accès à l'énergie a été absolument au centre de la guerre depuis le début du conflit. L'ensemble des infrastructures énergétiques, que ce soit des infrastructures pétrolières, des infrastructures électriques ou aujourd'hui des infrastructures gazières, sont la cible systématique d'attaques militaires de la part de la Russie. Donc ça a mis en difficulté tout le système énergétique ukrainien, avec tous les enjeux de comment faire la guerre avec du coup des tensions très très fortes sur les approvisionnements en énergie, donc en électricité et en pétrole. C'est ce qui va, on va le voir plus tard, être très utilisé pour les conflits. D'un point de vue, oui, on a un autre exemple qui est extrêmement très intéressant. C'est celui de la guerre aujourd'hui au Proche-Orient, où il a généré un petit peu, on va dire, par coup de billard, des tensions sur les approvisionnements pétroliers, notamment vers l'Europe. À chaque fois, je me place de chez nous pour vous parler, notamment avec le soutien des Houthis, qui sont une minorité au Yémen, qui soutient du coup la Palestine et qui a tiré des tirs de missiles sur différents pétroliers et bateaux et navires qui passaient en mer Rouge. Donc ça a augmenté les prix
du pétrole, et les navires pétroliers ont été obligés de contourner le détroit d'Ormuz et la mer Rouge pour pouvoir du coup approvisionner l'Europe et le marché mondial. Donc voilà, les différents conflits aujourd'hui dans le monde vont avoir des impacts sur la sécurité des approvisionnements, sur les infrastructures énergétiques en tant que telles, etc. D'un point de vue peut-être cette fois-ci géoéconomique, un des très grands exemples dont on entend parler tous les jours, c'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, où la question par exemple des terres rares a été utilisée par la Chine comme un levier de pression vis-à-vis des États-Unis, etc. Ensuite, très rapidement, on a également les enjeux cyber qui aujourd'hui, donc ce qu'on appelle du coup de la guerre hybride, qui vont aller toucher énormément les infrastructures critiques, qu'elles soient d'énergie ou de télécommunications, et donc qui vont avoir un potentiel d'effets très importants en termes voilà, de conflictualité. On a également des risques techniques. Par exemple, il y a eu le blackout en Espagne et au Portugal qui va venir également tendre l'accès à l'énergie de manière générale. Donc ce panorama rapide un petit peu pour bien vous montrer qu'aujourd'hui on est dans une situation de tension exacerbée sur l'ensemble des ressources, de l'accès aux ressources, de l'accès à l'électricité, qui est aujourd'hui quelque chose dont on est extrêmement dépendant au quotidien et dont, bien évidemment, on va y venir juste après, les armées le sont également. Donc, pour conclure ce premier point, on assiste réellement à des conflits qui vont être multidomaines, je vous les ai cités, géoéconomiques, géopolitiques, cyber, on va aussi les retrouver dans tous les domaines, on va y arriver après, maritime, terrestre, aérien, etc. etc. On est au cœur d'une compétition globale pour l'accès aux ressources et d'une confrontation entre les États. Tout ça génère une course aux armements qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'en 2023, le CIPRI, qui est le Stockholm Institute pour la recherche, je ne sais plus exactement le nom de cet institut, a fait une analyse en explicitant que les dépenses militaires mondiales n'avaient jamais été aussi élevées qu'en 2024. On est aujourd'hui à 2443 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales, ce qui représente un saut de plus 6,8% par rapport à 2023 et environ 2,3% du PIB mondial. Dernier point, cette course aux armements, elle nécessite des ressources de manière massive, des minerais, des énergies fossiles, des terres rares, etc. etc. Et donc, voilà, on va vers une conflictualité qui consomme de plus en plus de ressources, de plus en plus de conflits pour l'accès aux ressources, qui se raréfient. Et je passe peut-être la parole à... Ouais. Bah oui, effectivement, j'aimerais... merci pour ce tableau. Donc on voit bien que, bien sûr, l'une des motivations principales des guerres, c'est l'accès aux ressources, qu'il faut des ressources pour faire cette même guerre. Bref, on est dans une espèce de fuite en avant. Christophe, j'aimerais votre point de vue d'homme de terrain sur le sujet. Merci Flore. Alors je vais repris sur cette première diapo ce que vous avez pour la plupart entre les mains, qui est une déclaration du général Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées, et qui dit en quelques mots ce que vient de vous détailler Noémie. L'Occident doit se préparer à des moments difficiles. Les images que vous voyez, alors, il y en a une, c'est l'Afghanistan. Comment vous approvisionnez les troupes de l'OTAN qui étaient en Afghanistan via la voie que vous voyez. Donc la problématique logistique a toujours concerné les armées. C'est ce qui est illustré par le camion citerne que vous voyez à droite. Le deuxième point, la deuxième photo, la photo de Valence que vous reconnaissez, je pense. Pour moi, c'est un des aspects du dérèglement climatique. C'est comment est-ce que le dérèglement climatique peut impacter une opération militaire. Imaginez que l'eau qui est tombée sur Valence tombe sur les tranchées en Ukraine ou en 14. Qu'est-ce qui se passe pour une armée qui est submergée par une pluie où il tombe en 24 heures, ce qui tombe d'habitude en 3 mois. Et la dernière, c'est une illustration de ce que disait aussi Noémie, les besoins en ressources pour fabriquer des machines de guerre. Alors, c'est l'occasion de présenter le cercle thématique défense dont je fais partie avec 4 membres qui sont ici présents. Donc si après la réunion, la conférence, vous voulez venir discuter avec nous, profitez-en. Donc je vous montre rapidement comment on s'est organisé.
De quoi on parle? La cartographie. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Quels sont les conflits, dont c'est ce qu'a parlé Noémie, auxquels on pourra avoir à faire face? Comment on anticipe ça? Et le métier des militaires, c'est d'anticiper. Ensuite, il y a un avant-dernier sujet qui est la Red Team, qui est en gros, on imagine un peu tout et n'importe quoi dans des scénarios un peu de science-fiction, comme l'a fait la Direction Générale de l'Armement, qui a fait évoluer le projet sous forme de radar. Il faut regarder radar DGA sur Google, vous trouverez. Et ensuite, il y a l'outil de sensibilisation aussi bien de la population qu'à l'intérieur des armées ou de la BITD. Et je pense qu'il y en aura besoin. Ça, on vous en parlera aussi. Alors, un peu d'autopromotion. D'où je parle? Je suis militaire, ça a été dit. J'ai 34 ans de service. Je suis à 6 jours de la retraite. Je suis officier du génie et pour moi c'est important. C'est pour ça que j'ai mis Vauban, parce que c'était un grand serviteur de l'État et qui a vraiment tout au long de sa carrière servi les intérêts de la France et de son roi. Et qui avait cette qualité, à mon sens assez rare, d'être capable de dire non à son roi. Quel que soit le respect qu'il pouvait avoir, il était capable de lui dire je ne suis pas d'accord. Ce qui lui a valu des problèmes, mais en tout cas il a toujours tenu ça. J'ai aussi, dans le génie, il y a le génie combat, ce que j'ai fait principalement, et il y a aussi l'infrastructure, où j'ai servi pendant quelques années, où j'ai eu l'opportunité d'apprendre le génie climatique, l'énergie du bâtiment, et de mettre en place un système de management de l'énergie au sein d'une base de défense, d'une base de défense qui était à la Valbonne, ce qui m'a permis d'appréhender comment on explique aux opérationnels, parce que c'est ça qui m'importe, c'est aux opérationnels en quoi l'énergie les intéresse et en quoi ça peut leur servir. Moi, je participe aussi à Calibat et des choses comme ça. J'ai un peu de militants actifs dans la mobilité, la pollution lumineuse, j'en passe et des meilleurs. Alors, donc je vais expliquer à grands traits comment ça fonctionne une force. Alors, je ne sais pas si dans la marine c'est à peu près comme ça, mais je pense que ça doit quand même ressembler. On vit au quartier, comme n'importe qui dans une administration, dans une entreprise. On vient le matin, on bosse, principalement on s'entraîne, on répare les matériels, on prépare les missions, on entretient le matériel. Voilà, ça c'est la vie de tous les jours qui ressemble, bon an mal an, même si vous allez tirer des missiles, des machins comme ça, bon an mal an à la vie civile. Après, vous avez la préparation opérationnelle qui, elle, va se faire dans des camps. Alors, principalement pour l'armée de terre en Champagne, où il y a un immense complexe où on essaie de recréer à l'échelle d'un régiment, en gros 800 personnes, en interarmée, c'est-à-dire où toutes les composantes de l'armée de terre sont réunies pour faire la guerre, pendant une séquence qui peut durer une semaine. Et là, on essaie de recréer les conditions de stress, on ne dort pas. Voilà, il faut faire face à un adversaire qui est au moins aussi intelligent que vous et qui en plus a l'avantage de connaître le terrain parfaitement, puisque lui, il travaille là tous les jours et c'est lui qui fait passer toutes les semaines de nouveaux adversaires. Alors que lui, il connaît son terrain. Ça, c'est la préparation opérationnelle qui a pour but ensuite, quand les forces françaises sont projetées à l'étranger, comme on peut en avoir actuellement à l'Est, en Afrique ou ailleurs, pour être en mesure de faire face. Voilà, ça fait partie du circuit normal de toute armée de se préparer à faire la guerre. Le militaire, son métier, c'est de s'entraîner, en permanence de s'entraîner tout le temps. Et une fois qu'on est préparé aux opérations, on est envoyé en opération. Ça peut être Sentinelle, ce que vous voyez dans les gares ou ailleurs, ou ici à la Comédie, j'en ai vu hier, hors du territoire hexagonal. Là, c'est l'outre-mer et les opérations extérieures, ce qu'il y avait en Afrique, ou ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas tout à fait une OPEX, c'est la Lituanie, la Roumanie, qui sont la conséquence de ce qui se passe en ce moment à l'Est. Voilà. Et voilà, oui, voilà. Donc ça, et l'objectif des armées, c'est d'être toujours prêt. Alors, j'avais trouvé une formule que je trouvais pas mal, à gagner la Coupe du Monde sans jamais savoir où vous allez la jouer, contre qui vous allez la jouer et comment vous allez la jouer.
et quelquefois avec des règles qui sont différentes de celles que vous avez, du jeu que vous avez prévu. Voilà, le métier de militaire, c'est s'adapter. Voilà. Aymeric, vous... Pardon, alors, oui, temps pour moi. J'avais fait plus de... Donc, pour illustrer que les armées sont quand même, comme l'a expliqué Noémie, déjà engagées dans cette attente sur la problématique énergie-défense, il y a des certain nombre de stratégies qui sont mises en œuvre, comme la stratégie climat-défense, qui est la principale. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, à mon sens, voilà, que vous pouvez lire sur place. À mon sens, c'est des outils qui aujourd'hui restent au niveau stratégique et qui n'impactent pas encore les opérationnels au jour le jour. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Ça fait depuis 15 ans que je vois. Alors, ça, c'est quelques citations qui font partie des sujets qui, à titre personnel et pas que, et pour reprendre ce qui a été dit par l'amiral Hausseur à la plénière à la plénière, je fais référence à un livre qui s'appelle L'étrange défaite, écrit par Marc Bloch, qui est un grand historien. Et pour rappeler que l'armée, certes, on est solide, mais parfois ça marche pas bien. Et parfois, l'effondrement peut arriver. Et au cours des 150 dernières années, l'armée de terre s'est effondrée 2 fois, en 1870 et en 1940. Et donc, c'est la deuxième phrase, c'est le général Bettenja, qui était un ancien chef d'état-major, et c'est, je pense, quelque chose qui obsède les officiers, en général, c'est que ça ne jamais plus jamais, quoi. Et la dernière phrase, qui est une phrase qui vient de Napoléon, les amateurs discutent de tactique, les professionnels discutent de logistique. J'aimerais vous arrêter là. Voilà. Qu'est-ce qui vous obsède, vous ? Voilà, l'énergie, pour faire simple. Globalement, c'est comment le système est capable de changer et s'adapter. Parce que l'armée est une immense administration avec de fortes traditions, et c'est 2 sions qui ne sont pas forcément dans le sens du changement. Alors justement, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'opérationnel, Aymeric ? Et puis après, on passera sur la réalité de nos ressources. Oui, bonjour à tous. Rapidement, donc, je suis ici avec un passé de 18 ans sur sous-marin nucléaire, en tant qu'ingénieur de propulsion nucléaire, mécanicien au départ, et puis avec une expérience opérationnelle de conflit 2010, notamment sur le conflit libyen, où j'étais en opération pendant 6 semaines sur zone. Donc voilà, l'expérience opérationnelle, je la connais. En lien avec le climat, la température de l'eau, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Là, on a pu et on continue à vivre finalement des expériences de conduite de vecteurs opérationnels très complexes. Et bien, quand on rajoute ces contraintes-là climatiques, et notamment de température haute mer, et ça a des impacts très importants sur la disponibilité de la force. Et donc ça, j'ai pu effectivement le vivre dans mon métier et en conduite. Donc on y reviendra. Et je vais juste rajouter aussi quelques petites choses. Tu parlais de l'entraînement, effectivement, entraînement difficile, guerre facile. Ça, je l'ai vécu en tant que sous-marinier. On passe autant de temps en simulateur et en préparation de la conduite de ces éléments, de ces armes de guerre, de manière à pouvoir répondre aux besoins de l'état-major. Mais vous avez aussi une expérience dans le transport de gaz, vous vous occupez de réacteurs nucléaires, etc. Comment vous regardez l'actualité, l'évolution géopolitique avec toutes ces casquettes-là ? Enfin, c'est quand même extraordinaire, votre expertise sur ces sujets. C'est vrai qu'aussi j'interviens aussi un petit peu aujourd'hui parce que je suis shifter. J'étais pas shifter quand j'étais dans la force. Je suis inquiet, véritablement inquiet. Par rapport, je suis aussi animateur fresque du climat et on en parle beaucoup en termes de conséquences liées au changement climatique, augmentation des conflits et des tensions sur les ressources. Et effectivement, il y a un impact très important. Il va y avoir un impact très important pour les forces armées, que ce soit en soutien aux populations, pour les territoires extramarins ou pour nos amis iliens. Donc il y a un impact extrêmement important sur l'utilisation des forces,
comment déployer des forces armées sur un terrain opérationnel avec des températures supérieures à 50 degrés, comment le combattant sur le terrain peut tenir. On a parlé des événements climatiques extrêmes, et bien effectivement sur une base opérationnelle à l'étranger, et bien soumis peut-être à ces événements-là, comment on fait? Donc mon inquiétude, elle est justifiée par mon expérience de militant quelque part, shifter et fresqueur, et puis évidemment par cette expérience militaire, puisque je me projette aussi, et je me rappelle aussi ces années-là où j'ai dû gérer des situations où quand on a des températures supérieures à 35 degrés dans l'eau de mer, alors c'est très agréable pour se baigner, pour opérer un réacteur nucléaire, de suite il y a des très très fortes contraintes. En préparant cette conférence, j'ai senti aussi beaucoup de colère. Alors, je suis désolée, je ne vous avais pas prévenu, mais voilà. J'aimerais qu'on en parle, parce que, voilà, vous êtes sur le terrain, confronté à la réalité de ce que ça veut dire que d'essayer d'agir. Et j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie assez importante entre ce que vous vivez et les préconisations, ce qu'on vous demande de faire. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors c'est pour les hommes de terrain, on reviendra après sur pourquoi on en est là, mais moi, en vous écoutant et en préparant, et avec, d'ailleurs merci Christophe, parce que vous avez fait mon éducation sur le sujet, mais j'ai senti que vous étiez presque des lanceurs d'alerte en fait. Quelle alerte vous avez envie de lancer ? Ça appelle un piège, ça. Alors, pour revenir à ma slide d'anciens combattants, je suis arrivé dans l'énergie, machin, un peu de manière alternative par le monde du bâtiment et par la construction alternative, en gros le bois, la terre, la paille. Donc forcément, quand vous rentrez dans un système militaire qui est plutôt béton, et vous posez des questions sur la terre et la paille, on vous regarde un peu bizarrement. Ça, c'était 2007-2008. Pour autant, quelques années après, dans les années 2010, j'ai réussi à convaincre, parce que ça correspondait à un besoin, de mettre du béton de chanvre à l'école militaire. Donc, quand la solution écologique a un intérêt opérationnel, que ce soit l'infra ou autre, le militaire, en général, il compte partout, mais j'en ai pas beaucoup vu tant que ça. Là, je vais faire. En plus, ça passe à la télé. Mais globalement, il va être très opportuniste et comprendre très vite l'intérêt qu'il a par rapport à sa mission et de trouver là parce que ça lui apporte une solution. Et c'est vrai que la problématique de l'écologie, ça ressemble plus à un problème qu'à une solution. Et comment on fait, nous, en tant qu'opérationnel, d'apporter des solutions, ça c'est le problème de l'ingénierie, des ingénieurs, des industriels, d'être capable d'intégrer ce qu'a décrit le terme de prospective, mais de réalité immédiate aujourd'hui. La guerre en Ukraine est pour moi un très bon exemple, mais ce qui se passe avec les Houthis ou ce qui s'est passé en Azerbaïdjan, pareil, c'est déjà là. Le dérèglement climatique est déjà là. Et donc, c'est aux ingénieurs, dont c'est le métier, ça tombe bien, le shift, c'est un peu un truc d'ingénieur, d'apporter les solutions techniques, même si, en tant qu'officier, la solution n'est pas que technique. Donc ça, c'est pas, j'enfonce une porte ouverte, mais on sait très bien que c'est le technosolutionnisme, ça marche pas. Ça peut aider, mais ça marche pas, et que c'est d'abord un problème humain et un problème d'organisation. Et l'armée, c'est d'abord une organisation humaine. Rappelez le nombre de personnes qui travaillent ou qui... c'est 250 000, non ? L'armée, enfin les militaires, c'est 250 000, je crois. Ouais. On est un petit peu plus avec les civils. Alors, pour en parler de l'armée de terre, ça je connais les chiffres, c'est encore heureux. C'est la force opérationnelle terrestre, c'est 77 000 hommes. Ça tient dans le 7 de France, pour faire simple. Et toute armée de terre confondue, c'est 120 000 hommes. Alors, il n'y avait pas de question piège. En fait, je voulais qu'on aille sur un point qui m'a paru évident à la préparation, c'est qu'on n'avait bientôt plus les moyens en ressources de faire la guerre. Est-ce que vous pouvez, Noémie, revenir là-dessus, vous qui vous préparez à lancer une grosse étude pour nous préparer ? Alors, c'est pas si simple de dire on n'a pas les moyens de faire la guerre. En fait,
apparemment, vu l'état du monde, on a les moyens et on les prend, surtout. Ça va surtout être la question qui se pose, c'est vraiment la problématique qui semble centrale, c'est comment assurer la défense d'un État dans un monde qui est de plus en plus conflictuel, de plus en plus contraint en ressources, ce qui va du coup générer encore plus de conflits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et au climat de plus en plus déréglé. Ensuite, peut-être, je vais vous dresser d'abord le profil énergétique des armées pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. On en a parlé tout à l'heure, donc je vais venir l'illustrer. On est au shift, donc on aime bien revenir sur les flux physiques et la réalité de la disponibilité des ressources. Donc, pour comprendre le profil énergétique des armées, déjà, c'est un profil très spécifique. Comme Christophe et Guillaume, Aymeric, pardon, désolé, l'ont présenté sur l'activité des militaires. En fait, cette activité, elle repose à 80% sur de la consommation de produits pétroliers. Les militaires, on l'a vu, ils s'entraînent et ils font la guerre. Et en fait, quand ils s'entraînent et qu'ils font la guerre, ils utilisent leurs véhicules. Donc, par exemple, pour l'armée de terre, ça va être des véhicules terrestres, des chars, des véhicules blindés. Pour la marine, ça va être des frégates, des navires de transport, des porte-hélicoptères, par exemple. Voilà. Donc là, ça va être pareil, des produits pétroliers qui sont en gros un peu du fuel lourd, donc plutôt très, très, très polluant. Et dans la marine, on a une petite spécificité qui est le porte-avions et la flotte de sous-marins nucléaires qui fonctionnent tous à réacteurs nucléaires. Donc voilà, ça, on va le garder de côté. Et ensuite, et là c'est le très 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 gros consommateur des armées, c'est le secteur aéronautique où on a donc des avions de combat, des avions de transport également, des avions ravitailleurs, des avions de renseignement en vol qui vont aller récupérer de la donnée et également toutes les flottes d'hélicoptères. Et ça représente sur l'ensemble du mix énergétique des armées, l'aéronautique, plus de 50% de ses consommations pétrolières. Donc vraiment, il faut bien avoir en tête en termes d'ordre de grandeur que le secteur aéronautique est un consommateur absolument gigantesque de carburéacteurs. Le reste, donc la mobilité opérationnelle qui permet de s'entraîner et de faire des opérations, c'est 80% de produits pétroliers. Le reste des 20% du mix du ministère des Armées, c'est 20% qui est composé d'électricité pour l'ensemble de la vie en administration. Donc les bâtiments, tout. Il y a aujourd'hui, on fait une guerre cyber, donc ça va être également toute la consommation du numérique pour toutes les activités cyber, et puis toute l'activité de l'administration de manière générale. On a aussi une part de gaz qui va être pour chauffer toutes ces infrastructures. Il faut savoir, pareil en termes d'ordre de grandeur, que le ministère des Armées, c'est le premier propriétaire foncier de l'État, qui a un parc d'infrastructures absolument gigantesque, souvent vétuste. Et voilà, donc il y a énormément d'efforts à faire également pour faire des gains sur le plan énergétique. En termes d'ordre de grandeur sur la consommation des armées, ce que ça représente au niveau national, c'est environ 1%, pétrole et électricité et gaz confondus, environ 1% de la consommation nationale globale de la France. Sachant que la France, en termes de dépendance, la question était posée, importe 99% de son pétrole, ce qui est absolument gigantesque. Et aujourd'hui, les plus grands producteurs de pétrole au monde sont les États-Unis, on a encore la Russie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc on est très très dépendant d'un point de vue géostratégique d'acteurs. Ouais. Donc je le redis, 80% de notre mix énergétique pour les armées, c'est du pétrole, et on est à 99% dépendant de l'extérieur pour le pétrole. Et dernier mot pour ces dépendances, on parlait tout à l'heure des minerais et des terres rares, on est également extrêmement dépendant parce qu'aujourd'hui on est dans une Europe complètement désindustrialisée, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production aux produits finis, semi-finis, en passant par toute la transformation des terres rares et des minerais, on est très 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 dépendant, notamment de l'Asie, avec la Chine qui est le premier producteur mondial de terres rares et de minerais critiques. Voilà à peu près pour le tableau de nos consommations en ressources et de nos dépendances surtout. Allez-y, bien sûr, Aymeric. Je vais rebondir un petit peu et répondre aussi à tes deux premières questions, mes deux colères, et ça va rejoindre un petit peu le point sur le financement. Ma première colère, c'était un exemple concret. Il y a un mois, j'étais en conférence, et puis dans la question-réponse, on a parlé du budget, de la défense. Donc aujourd'hui, il y a une augmentation, comme l'a dit Noémie, du budget des armées au niveau mondial, et notamment en France. On augmente le pourcentage du PIB pour nos forces armées. Il faut se réarmer, il faut se réindustrialiser, c'est très bien. Et effectivement, moi je ressens au niveau local, dans mon département, qu'il y a un fort soutien de la population vers cette augmentation de dépenses militaires. Et ma première colère, c'est de me dire, mais est-ce que cette population-là, vous, ici peut-être présents, avez conscience aussi des conséquences sur les autres parts du budget, que ce soit sur l'éducation, la santé,
et l'environnement. Donc, quand on parle de budget, effectivement, c'est un choix politique, mais un choix de société aussi. C'est combien on veut mettre dans notre défense. Ma deuxième colère va être un petit peu liée à mon expérience. Après l'armée, j'ai pu participer à le développement de la fresque climat-défense, qui faisait partie de la stratégie climat-défense des forces armées. L'objectif était de déployer une fresque pour les unités opérationnelles. Donc, je suis animateur fresque climat-défense. Et ce que j'ai constaté en l'animant, déjà, c'est que finalement, les forces armées ne sont pas très inquiets sur les ressources en pétrole. Ils savent très bien que même si on aura des difficultés de ressources, la priorité, ce sera la défense. Donc vous n'aurez peut-être pas d'essence pour mettre dans votre voiture, mais il y en aura pour mettre sur un char ou un aéronef. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience aujourd'hui sur les forces armées de la sobriété ou de... alors je vais parler de low-tech, mais de résistance, de résilience de nos unités, de nos vecteurs opérationnels. On y met encore plus et toujours plus de technologie, beaucoup plus d'informatique et de systèmes extrêmement complexes qui sont extrêmement sensibles justement à ces conditions environnementales de poussière dans les théâtres d'opération extérieurs, aux températures, hygrométries, etc. Donc finalement, et c'est peut-être le côté positif quand même, c'est que les forces armées, le ministère des Armées a conscience de ces enjeux climatiques, veut faire partager ces enjeux-là à ses soldats. Maintenant, le développement, il est aujourd'hui très ridicule, très faible. Et quand on discute avec des militaires de la Direction générale de l'armement, comme j'ai pu le faire au service soutien de la flotte ou à Naval Group, on a des réactions, pas vraiment climato-sceptiques, mais on essaie de relativiser finalement sur le changement climatique et ils sont un peu persuadés que, bon, en gros, c'est peut-être pas à cause de nous et peut-être à cause de facteurs liés à la rotation de la Terre autour du Soleil. Et la deuxième chose qu'on entend, c'est mais il n'y a pas de souci, on a des ingénieurs, on va trouver des solutions techniques pour répondre à ces problèmes. Voilà ma deuxième colère. C'est ce qui me semblait, en fait, je voulais un peu insister là-dessus, sur le technosolutionnisme appliqué à l'armée et avec... voilà, ces recommandations ou ces solutions qui peuvent être proposées par des industriels qui, ne vous semblent pas du tout adaptées à ce qui se joue. Alors, quelles sont nos options, du coup, dans ce monde contraint dans lequel on se fait la guerre pour les ressources ? Quelles sont nos options pour maintenir une forme de souveraineté ? Alors, moi, j'aimerais rebondir sur la problématique de ressources. Ça tombe bien, parce que c'est un peu ce que j'ai fait pendant quelques mois dernièrement. Je ne sais pas si certains connaissent la loi d'Augustine. C'est la loi c'est des lois entre guillemets un peu dithyrambiques, mais exprimées par l'ancien directeur d'une entreprise américaine qui fabrique des avions. Donc, il était directeur adjoint. Enfin, bref, c'était un très grand dirigeant de je ne sais plus quelle grosse entreprise qui fabrique les avions de l'armée de l'air américaine. Et ce qu'il disait, par exemple, quand on parle de ressources, que pour obtenir 10% de performance en plus, ça coûte 2/3 de coûts supplémentaires. 2/3 plus cher, 60% plus cher. Donc, le point de vue de la ressource, quand on est limité, alors ça c'est un truc qu'il faut être toujours conscient, c'est qu'on n'a jamais assez d'argent, quoi qu'il en soit, même si on double le budget, on n'aura jamais assez d'argent. Ça c'est quelque chose que j'avais entendu dans une conférence aux forces terrestres à Lille, par un historien qui expliquait justement que même en 14, même quand le budget des armées était le premier budget, il n'y avait jamais assez d'argent. Donc, il n'y a jamais assez d'argent. Et une des lois d'Augustine aussi, c'est compte tenu de l'évolution du prix des matériels. En 2054, l'armée américaine n'aurait qu'un seul avion. Et je crois même qu'il allait plus loin, où il divisait l'usage de l'avion entre les 3 armées. Pour faire simple, sur l'évolution de l'inflation. Donc on voit bien que si on tire le trait bêtement et qu'on regarde ce qui se passe en vrai, cette loi peut paraître un peu bizarre, mais quand on regarde le prix d'évolution des matériels, elle est certes empirique, mais elle n'est pas tout à fait à côté de la plaque. Il parlait aussi pas mal des logiciels. Voilà. Pour revenir sur ça, c'est de la partie ressources financières. Ensuite, pour avoir des ordres de grandeur de ce que c'est que la guerre, j'ai demandé à Google de me trouver quelles étaient les productions de chars de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1944,
ils produisaient 1000 chars par mois. L'armée française aujourd'hui, c'est 200 chars. Ça veut dire qu'au cours des combats de 1944, l'armée allemande perdait 1000 chars par mois. Par mois, vous divisez par le nombre de semaines, facile, hein, ça fait 250 chars par semaine. Ça fait divisé par le nombre de jours, voilà. Voilà ce qu'il faut, à mon avis, être capable de produire le jour où vous êtes en guerre. Pour illustrer ça, les Russes produisent à peu près 3 millions de drones par an. Pour comparer, alors, et les drones aujourd'hui tuent à peu près 80% des soldats sur le terrain. Ce qui était le cas quand l'artillerie en 14 tuait 80%, 75% des soldats. Et à l'époque, et c'est une bataille que je trouve, qui est très forte en France, qui est la bataille de Verdun, 10 mois de bataille, 50 millions de coups d'obus tirés, dont 1 million de coups tirés les 2 premiers jours. 1 million d'obus tirés les 2 premiers jours. Ça fait 2 millions en 2 jours, c'est quasiment en 2 jours, en gros en 3 jours, ils avaient tiré l'équivalent de la production de drones des Russes en 1 an. Pour vous redonner une idée de ce que c'est qu'une guerre industrielle. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas la capacité de production de tout ça. Quand on voit les difficultés qu'on a à réindustrialiser, oui. D'accord. Je fais un bémol, un aparté, bien sûr, dans les contraintes du contexte général de début. On n'a pas parlé de la pression ajoutée mise sur les ressources énergétiques mise par l'IA et les choix qui peuvent être politiques, bien sûr, de arbitrage sur où va la ressource et la façon dont la course à l'IA est elle-même devenue la guerre. Donc, si on ne peut pas avoir cette capacité de production, d'où ma question peut-être un peu irrévérente de tout à l'heure, avons-nous les moyens de faire la guerre? Quelles sont nos options en termes de sécurité? Et donc peut-être que là, on peut partir sur ce que nous enseigne l'armée ukrainienne aujourd'hui ou ces nouveaux conflits. Je veux bien apprendre. Déjà, peut-être faire un petit état des lieux sur qu'est-ce qui est possible en termes de transition pour chacun des milieux. Les milieux, c'est donc les milieux maritimes, aéronautiques et terrestres. Le plus facile à décarboner, c'est le milieu terrestre, qui représente à peu près 5 à 7% de la consommation énergétique du ministère des Armées. Donc c'est finalement très peu. C'est en électrifiant et en faisant de l'hybridation, de la motorisation. Donc ça va être compliqué d'hybrider un char ou d'en faire un tout électrique parce qu'il faut énormément de puissance pour qu'il avance, mais par exemple des véhicules blindés et toute la flotte administrative, ça s'électrifie très facilement. Donc on va dire quelque part, le secteur terrestre, il est presque réglé, c'est relativement facile. C'est pas tout à fait la même chose en opération, mais on pourra peut-être que Christophe, qui a une très bonne connaissance de la logistique, pourra y revenir. Sur le volet maritime, il n'y a pas de solution, et peut-être que tu pourras aussi compléter, il n'y a pas de solution parfaitement bien identifiée aujourd'hui. Ils travaillent sur les carburants durables, pour incorporer dans les navires. Et il y a également des options de comment utiliser de l'ammoniac. Là, moi, je ne suis pas ingénieur, je ne saurais pas forcément spécifier vraiment le fonctionnement. Et bien évidemment, comme pour tous les milieux, il y a un enjeu d'efficacité énergétique sur les bateaux, donc avec des matériels qui vont moins consommer, même si de manière contradictoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va embarquer de plus en plus de matériels qui sont extrêmement high-tech et qui vont consommer de plus en plus d'électricité. Donc voilà, on a cette double contrainte. Et sur le point aéronautique, la plus grande solution, parce qu'aujourd'hui on est incapable de faire un avion de combat électrique, c'est d'incorporer des Sustainable Aviation Fuel, donc des carburants durables. Pour ça, il y a une étude qui a été faite très récemment au Shift Project sur la souveraineté énergétique de la France. Et les premiers résultats de cette étude montrent qu'il y a une telle compétition des usages pour les carburants durables qui va effectivement, et là ça reboucle avec ce que tu viens de dire, il va y avoir une question d'arbitrage, de priorité, d'attribution des ressources, et ça c'est aujourd'hui une question de société. Est-ce que les ressources vont au secteur de la défense ou pas, dans un contexte de conflit ou non? Et de conflits multiformes. Christophe, vous parliez dans la préparation de guerres hybrides et d'asymétrie inversée. L'enseignement des conflits en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être aller sur la façon dont les armées se font la guerre aujourd'hui et ces solutions
peu technologiques qui sont mises en place? Alors, l'idée d'asymétrie inversée, elle vient, c'est pas de moi, c'est la faute à Janco, de sa présentation à l'école militaire, à l'école de guerre, qu'il a faite en 2023 et qu'il a refaite au CEFOST il y a 1 an et demi, où il présente une slide où il montre la puissance industrielle de la Chine en termes de production d'acier. Et ce qu'il explique à partir de cette diapo, c'est que les États-Unis, pendant la deuxième, donc il focus sur la partie que je parlais, 39-45. Et en gros, il disait, les Américains possédant le pétrole et l'acier, les usines ne pouvaient que gagner la guerre contre les Allemands. C'était qu'une question de temps. Et quand on voit cette diapo, elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui en termes d'évolution de la production d'acier de la Chine. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Chine, c'est 819 millions de tonnes d'acier l'année dernière. La France, c'est 15 millions. Voilà. Donc, si on reste dans cette logique de guerre industrielle, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, d'ailleurs, parce que les États-Unis sont restés à peu près au même niveau, mais sauf qu'entre-temps, le monde a évolué depuis 1945, plus de monde, plus de production. Pour donner un exemple de l'évolution de la production, on a consommé autant de béton et d'acier en 25 ans au XXIe siècle qu'en un siècle au XXe siècle. Donc on est sur des explosions. Et donc ça se traduit par la production de l'acier. Donc celui qui maîtrise les usines, qui est la Chine, et qui en plus, avec les routes de la soie, là, on parle un peu de géopolitique, commence à maîtriser l'accès aux ressources, quelque part, ça devient gênant pour nous. Donc voilà. Et donc, à mon sens, face à ça, alors je pense qu'il faudra réindustrialiser, mais comme je l'ai pu le lire sur LinkedIn, certainement pas réindustrialiser comme on l'a fait avant. Et c'est là que les propositions du Shift peuvent, à mon avis, apporter leur écho à cette réindustrialisation qui me semble, à mon avis, nécessaire. Et deux, il ne suffira pas d'avoir des machines, enfin les machines, elles aussi devront être plus écologiques que technologiques, dans le sens où, de ce que j'en ai lu en information ouverte, les véhicules des armées occidentales, dont on pensait que la technologie allait donner un avantage, en tout cas, ils ne se voient pas. En tout cas, pour les Ukrainiens, ils ne se voient pas. Et ce qu'on constate aussi, c'est que toute cette technologie, ça demande des technicités à réparer. Il faut des mécaniciens, il faut de l'argent, il faut remplacer les pièces détachées, tout ça. Donc, c'est là que, étant alimenté par diverses sources, je pense que le techno-discernement est un concept qui mérite, sur lequel il mérite de s'arrêter dans le cadre de l'éco-conception des matériels militaires, mais comme c'est vrai pour tout le reste en fait. Voilà, voilà comment je pense qu'on peut réussir, entre autres, ça c'est la technique, et après il y a l'organisation, comment on fait la guerre. Et ça c'est un autre problème, c'est le problème des militaires. Je voudrais revenir à nouveau sur une forme de résilience de l'armée ukrainienne face à quand même un monstre d'acier qui est la Russie. Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça ? Qu'est-ce que vous, militaires, vous apprenez de ça ? La première réponse que je me dirais comme ça, bêtement, c'est force morale. Ils se battent pour leur liberté. C'est ce que moi je crois et je l'avoir vu. À titre personnel, et ils se battent vraiment. Ils ont fait le choix soit d'être entre la domination russe et la coopération européenne occidentale. Ils ont fait le choix de la coopération occidentale, et aujourd'hui ils se battent pour ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça leur donne suffisamment d'énergie, d'intelligence pour s'adapter à tout ce qui se passe, à faire la guerre et à tenir depuis 3 ans. Et ça, en la matière, personnellement, je trouve ça assez extraordinaire de voir ce qu'ils font. Quelles que soient les limites de leur système, ce qui est sûr, c'est que depuis 3 ans, ils le font. Et ça, ils tiennent, pour l'instant. Et est-ce que cette force morale, vous estimez que notre pays l'a ? Est-ce que j'ai le droit à un joker ? Comme vous voulez. Nous, bien sûr, mais... Étant un très grand franchouillard et très gaulois, je pense que les Français, dans les situations les plus compliquées, se révèlent eux-mêmes. L'histoire montre que ce n'est pas toujours tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est à nous de décider, en fait. C'est à nous de décider individuellement comme collectivement. Une armée ne peut tenir... Et pour revenir à
à la citation que j'avais montrée de Marc Bloch, l'échec de l'armée française s'explique par l'évolution de la société française. Il est vraiment intéressant à lire ce bouquin parce que, certes, on a fait la 7e compagnie et ce qu'il décrit dans les premières parties de son livre, du livre ne sont pas à la gloire des armées françaises. Mais une fois qu'il a dépassé ça, ce diagnostic, parce qu'il a participé, il était officier de réserve, il travaillait dans un état-major, donc il était aux premières loges. Derrière ça, c'est lui-même et la société française des années 30, des années 20, des années 30, qui interroge en disant bah ouais, mais c'est arrivé parce que nous n'avons pas été à la hauteur des enjeux, quoi. Donc, et à mon sens, la question se pose aujourd'hui pour nous. Donc la force morale, c'est pas qu'une armée, quoi. C'est le pays et c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, quoi. Alors mon avis par rapport à ces 2 points sur la résistance des Ukrainiens, c'est un avis personnel, peut-être aussi un petit peu avec mon expérience, mais oui, la défense de leur identité nationale, je pense que c'est un point très important. Ils défendent chèrement leur pays contre les Russes. Donc ça, c'est un des premiers points qui peut expliquer aussi cette résistance sur 3 ans. Le deuxième point, malgré tout l'appui logistique, matériel, technologique offert par les Occidentaux à l'Ukraine, qui font qu'ils ont encore des armes à pouvoir utiliser, il y a aussi quand même une rupture technologique, une rupture dans la façon de faire la guerre. Un exemple, les Ukrainiens n'avaient pas de sous-marins. Je vous parlais un petit peu de sous-marins, en tant que sous-mariniers, ils n'avaient pas de sous-marins. Pourtant, ils ont coulé des belles frégates et des bâtiments de commandement très importants russes, et pas avec des sous-marins. Et ils ont utilisé des drones, ils ont utilisé des moyens parfois non conventionnels. Et en tout cas, dans une nouvelle approche de la guerre, et on entend beaucoup parler des drones, mais effectivement, c'est véritablement, je pense là, cette rupture technologique dans les conflits qui va être une source d'inspiration pour l'Europe et les autres pays. Concernant le cas français, pareil, je te rejoins, il y a une histoire, on a un passé, on est français et on est fiers de notre nation, de nos 3 couleurs. Donc, au pied du mur, je suis persuadé, enfin, j'ai aucun doute qu'il y aura de toute façon un élan démocratique ou en tout cas de soutien par rapport à la défense de notre nation. Je peux ajouter un mot sur toujours la dimension énergétique. Ce qu'on a vu qui était intéressant avec le cas ukrainien, c'est donc qu'ils se sont fait cibler leurs infrastructures électriques de manière systématique avec une énorme partie de la production et des réseaux de transport d'électricité qui ont été ciblés. Et en fait, ils sont en train de développer, et ça les rend particulièrement résilients d'un point de vue énergétique, ce qui est absolument essentiel pour faire la guerre, vous l'aurez compris. Ils sont en train de développer des capacités de production renouvelable autonome et donc en fait un réseau électrique beaucoup plus décentralisé puisque ça rend plus résilient d'avoir plein de petites capacités de production électrique plutôt en termes de ciblage. Par exemple, les Russes ciblent les très grosses infrastructures, les centrales thermiques et ce genre de choses. Et donc, ça permet d'être plus résilient, d'avoir plein de petites capacités de production et également pour tous les secteurs d'activité d'importance vitale, donc la santé, la défense, l'administration qui doit fonctionner. Ils sont quasiment tous maintenant équipés de panneaux solaires et de systèmes de stockage. Donc voilà, ça peut être aussi une piste. Et pour les armées, pour être plus résilients et autonomes, en tout cas sur les infrastructures, et pour la société en général. Alors, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'en fait, je suis discuté avec je ne sais plus trop qui développe des énergies renouvelables dans les territoires. Et en fait, ça fait écho avec ce que décrit Noémie. Les énergies renouvelables ou la production locale d'énergie peut contribuer à la résilience du territoire. Et ça a des impacts non seulement d'un point de vue de la défense, mais d'un point de vue aussi du fonctionnement général du système. Donc, oui, quand on peut relier, à mon sens, alors il faudrait peut-être développer un peu plus ça, évidemment, mais ce que font les Ukrainiens pour faire face aux attaques russes de leur système centralisé, puisqu'ils tirent les grosses centrales, ils ont développé de la production décentralisée. Et c'est un peu ce que essaie de développer une partie d'associations. Et je pense que derrière ça, il y a quelque chose qui mérite largement d'y réfléchir, à la fois d'un point de vue du territoire au jour le jour, en temps de paix, mais face à l'évolution du climat, enfin climat dans tous les sens du terme, cette production décentralisée apporte de la résilience locale et de la robustesse, c'est le truc à la mode en ce moment. Ça allait être mon mot, en fait. J'aimerais bien qu'on réfléchisse robustesse, en fait. Donc, on a parlé force morale. Première question, comment on prépare les populations à ça ?
Personnellement, j'ai démarré cette session avec vous et même dans nos échanges en vous le disant, je suis très très loin de ces sujets et je comprends l'enjeu grâce à vous, mais je sens que mes semblables, on est loin en fait, on est très loin de nécessairement voir l'urgence, voir l'état de vulnérabilité, en tout cas de non-souveraineté sur lequel on est, et l'imminence probablement. Donc, première chose, comment on prépare les populations, au-delà des annonces présidentielles qui peuvent paniquer les familles et les mamans dans la salle dont je suis. Et deuxième chose, comment on peut gagner en robustesse sur la technique, sachant qu'effectivement, et on en a parlé tout à l'heure, il y a là, me semble-t-il, une très forte tendance de l'industrie à aller vers et vous en avez parlé, des solutions qui non seulement sont fragiles sur le terrain, mais qui en plus incluent ou présupposent qu'on ait accès à des ressources qu'on n'a pas. Donc on devrait acquérir à l'extérieur et dans une bataille des ressources. Enfin, voilà. Ouais, voilà. Alors justement, c'est un des trucs. La bataille des ressources, c'est un article, c'est le nom de titre d'un article dans la revue de la Défense nationale qui est sorti, je ne sais plus quand. Mais pour revenir sur l'histoire et en faisant référence à Mathieu Ozano, mais pas que. En fait, en 17. Alors il y a eu ça. En 1917, les Français étaient à l'offensive et comme ils commençaient à avoir une armée mécanisée, ils avaient besoin de pétrole. Et c'est là que Georges Clemenceau s'est fendu d'une missive à l'intention du président Wilson en lui disant fournissez, en lui demandant de fournir à la France du pétrole, sinon ça allait remettre en cause l'offensive en jeu, qui était lancée. Sachant que ce que j'ai trouvé amusant, c'est que donc il y a déjà eu ce problème de ressources dans l'histoire de l'armée française, et que cette même citation, ce fait cité par Mathieu Ozano dans son livre Or Noir, je l'ai retrouvé dans des travaux de stagiaires de l'école de guerre en 2009. C'est exactement ça. Donc déjà, quand on parlait tout à l'heure de comment l'armée française, là c'est des terriens, mais il y a eu un groupe de travail en 2009 qui réfléchissait à la sécurité et autres. Donc c'est déjà, la problématique énergétique est déjà dans les esprits d'un certain nombre de personnes. Pour revenir et pour compléter cette problématique de ressources, il y a aussi la crise des obus en 1915, qui était la conséquence d'un changement dans les procédés, dans la façon de faire la guerre, où on s'est retrouvé à court de munitions. Donc moi, quand je vois ce genre de choses, donc c'est déjà arrivé. Donc si c'est déjà arrivé, c'est que ça peut encore arriver. Donc, et quand on discute de sobriété et de problématique de ressources, on est dans une situation où on sait que la ressource va manquer, que ce soit le pétrole et que ce soit les ressources pour fabriquer des obus. Et ça ressemble un peu, 100 ans après, il y a des points communs qui peuvent laisser penser que ça peut arriver. Concernant la préparation, je pense qu'il y a une vraie réflexion au sein des états-majors de renforcer le lien armée-nation. Et quand on reparle, qu'on commence à lire et à réentendre parler de service national, qui s'est arrêté en 1996, si mes souvenirs sont bons. C'est un des moyens pour renforcer ce lien-là très fort qu'on doit avoir entre finalement nous, la population, et nos militaires. Donc, dans quelle direction on va aller, quels vont être finalement aussi l'année prochaine, dans 2 ans, pour les élections présidentielles, les programmes des candidats pour renforcer ce lien-là. Est-ce qu'on va remettre en place le service national? Pour qui? Combien de temps? Avec quels moyens? Donc ça, c'est la préparation finalement de la population. Pour ce qui est de la préparation des forces armées, eh bien oui, il faut continuer à sensibiliser. Donc c'est ce que fait les états-majors. La fresque climat-défense, j'en ai parlé tout à l'heure, avec ces critiques objectives, subjectives. Il faut préparer nos industriels, il faut préparer nos ingénieurs d'armement pour concevoir des outils résilients, puisque aujourd'hui, pour concevoir un bâtiment, il faut se projeter 40 ans, 50 ans, 60 ans devant nous. Et là, c'est là où la question du changement climatique et du bouleversement climatique dans les différentes zones de conflit se pose. Quels vont être les cahiers des charges
donner aux industriels pour concevoir ces bâtiments-là? Est-ce que ce seront des bâtiments résilients, faciles à construire, faciles à maintenir, faciles à réparer, pas chers, qu'on puisse produire rapidement, à moindre coût, avec un grand nombre ou pas? Aujourd'hui, en tout cas, la démarche elle est lancée, on se prépare, mais c'est pas gagné. Un exemple du passé que je connais. Donc, j'ai navigué 18 ans sur un sous-marin nucléaire d'attaque conçu dans les années 70. Dans les années 70, c'était quoi le risque? Le risque était, on était en guerre froide, c'était les méchants russes, l'URSS. Donc, on avait conçu des bâtiments pour aller en eau froide, au-delà du cercle polaire, sur des températures entre 2 et 6 degrés. Malheureusement, jusqu'en 2015, j'ai navigué sur un bâtiment qui allait en face de la Libye, en face de la Syrie, au large de l'Afrique, sur des températures d'eau en surface à l'immersion périscopique au-delà de 30 degrés. Le bâtiment n'était pas du tout adapté, de base. Et en plus, on y rajoutait des technologies énormément consommatrices d'énergie et qui réchauffaient, qui augmentaient en fin de compte l'intérieur. Exactement. Donc on n'était plus du tout adapté. On vient de sortir un nouveau sous-marin, on sort de nouvelles frégates, mais là pareil, on est déjà en retard, puisque les sous-marins qui sortent aujourd'hui, ils ont été conçus dans les années 90. Où, dans les années 90, l'état-major n'avait pas du tout pris conscience des conséquences du changement climatique sur l'augmentation de l'hygrométrie dans les zones tropicales, sur l'augmentation des températures. Là, on parle de plus en plus de canicules marines, hein, ces effets très localisés d'augmentation très rapide de température sur des couches d'immersion très courtes. Donc forcément, aujourd'hui, je peux vous le dire, je travaille encore dedans, autour de la construction de ces sous-marins, ils sont déjà pas adaptés. Plus adaptés. Donc il faut vraiment faire ce travail-là de préparation, de sensibilisation à nos ingénieurs, nos marins, parce que c'est un des objectifs aussi des armées, c'est de sensibiliser les forces, les militaires sur les bateaux, pour que aussi, dans les unités, remontent des idées pertinentes pour travailler, combattre dans des situations compliquées. Et voilà. Donc la démarche est lancée. Mais il va falloir qu'on les appuie, et ça c'est très important, et je suis fier des shifters finalement, et de me dire que le Shift Project et les shifters participent avec des cercles thématiques, avec des participations pour la création des fresques climat défense. On va pouvoir finalement leur donner peut-être des informations, des données, les soutenir, participer avec eux, travailler avec eux pour justement préparer ces forces de combat de demain. Christophe, je suis désolée, je reviens. Vous avez déjà utilisé votre joker. Non, je ne sais pas. Mais vous m'avez dit que vous aimiez bien les questions décalées. Et puis tout à l'heure, vous avez quand même utilisé... vous avez rappelé Vauban. Et vous avez dit que vous aimiez Vauban parce qu'il avait eu la capacité de dire non à son roi. C'est quand même votre phrase. Donc, vous diriez non à quoi ? Alors, je dirais non. En fait, alors oui, effectivement, il l'a fait, et c'est quelque chose que pour moi est important. Mais alors, je pense honnêtement, dans mon histoire personnelle, enfin dans ma carrière, s'il y a un truc qui me semble globalement facile à faire, c'est de discuter avec son chef et d'exprimer son désaccord. Ça, il y a aucun. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu ce genre de problème. En revanche, une fois que la décision est prise, la discussion est terminée. Et là, on exécute, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. On appelle ça la discipline intellectuelle. Donc c'est au contraire, c'est, je pense, dans les armées, de mon vécu, pour moi qui suis presque un anarchiste, je ne sais pas s'il y en a un qui est dans la salle, bref, mais je suis très gaulois, et au contraire, c'est un système qui est en général très ouvert, et où on discute beaucoup avant, mais en revanche, une fois qu'on a décidé de faire ce qu'on allait faire, on ne discute plus et on fait. Et donc, pour revenir à ça, oui, on dit qu'on n'est pas d'accord, mais une fois, dans tous les cas, on accepte la décision qui sera prise, bonne ou mauvaise. Enfin, qu'on la juge bonne ou mauvaise. C'est l'avenir qui dira si elle était bonne ou mauvaise. Mais voilà, donc en fait, quand je discute avec des civils et qui voient l'armée comme un système extrêmement autoritaire, hiérarchisé, certes, mais je n'ai jamais, très très rarement, vécu la hiérarchie comme un problème. Alors j'étais officier, peut-être ça peut aider, mais
Mais j'ai toujours eu un chef au-dessus de moi, hein, donc on a tous des chefs l'un au-dessus de nous. Enfin, voilà. Non, mais je pensais... Voilà. Et donc, c'est un système qui est pour moi très ouvert. À partir du moment où on apporte des arguments et qu'on arrive à discuter et on est, enfin voilà. Alors, j'étais pas dans une critique indirecte de l'armée. J'étais plus, je revenais à votre position justement d'officier et votre contact avec le terrain, que vous avez mentionné tous les deux, ce que je trouve exceptionnel et très beau. Et quelque part, voilà, la situation dans laquelle vous vous retrouvez, que vous décriviez tout à l'heure, avec le fait de voir arriver des sous-marins qui sont pas du tout adapté ou plus adapté à ce qui se passe. Et donc, si vous aviez, c'est une facilité, mais une espèce de baguette magique en disant, non, ça, il faut plus qu'on fasse. À quoi vous diriez non maintenant, en termes de progrès, ou pardon, pas de progrès d'ailleurs, en termes de soi-disant nouveaux développements technologiques, en termes d'approvisionnement, en termes de façon de faire la guerre. Qu'est-ce que, voilà, très rapidement, parce qu'il faut qu'on passe la question à la salle, c'est ma dernière question, à quoi est-ce que vous diriez non de façon ferme et massive maintenant ? Alors, je ne vais pas répondre à la question comme ça. De mon expérience, en me confrontant, que ce soit dans l'infrastructure ou, on va dire, dans les forces terrestres, pour moi, c'est d'expliquer dans l'expression des besoins pour un bâtiment d'infrastructure ou pour des matériels militaires, c'est d'intégrer les problématiques qu'on a exposées ici pour que ça rentre dans le programme. Et après, c'est au rôle des ingénieurs et aux conducteurs, aux chargés de programme de conduire le programme en intégrant ça. Voilà, ce qu'a décrit Émeric, c'est ça. C'est qu'il y a 20 ans, quand le sous-marin nucléaire qui sort aujourd'hui a été pensé, c'était pas pensé. J'allais dire, le non, c'est maintenant, il faut y penser. Émeric, vous voulez compléter ? Non, moi, j'ai rien à dire. Non. Par rapport à la question, moi, ce serait, je refuserais qu'il y ait une absence de débat public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une adhésion de la population civile à une stratégie militaire, à une stratégie de défense, à une orientation de défense. Qu'est-ce qu'on veut comme armée ? Quelle place on veut avoir dans le monde avec notre armée ? Qu'est-ce qu'on veut défendre ? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas intervenir ? Et quel conflit on ne veut pas, on ne veut pas aller ? Donc c'est à la nation de répondre. Peut-être que le meilleur moyen de trouver une force morale, c'est d'arrêter de traiter les gens comme des enfants. Donc merci pour ce point, merci beaucoup. Je voudrais qu'on laisse la place aux questions du public. Aurélie. Alors nous avons eu beaucoup de questions, 65 questions en tout, donc c'est très difficile de faire un tri pour nous. Vous avez voté, merci pour ça. Donc la première question, c'est sur la formation des militaires. Comment lutter contre le déni sur le changement climatique et le complotisme dans le milieu des armées ? Peut-être de se former en tant que clairon dans la marine, comme je l'ai été au début de ma carrière, ce qui permet d'avoir une approche culturelle des armées. Alors moi je dirais que tous les militaires sont des anciens civils, donc voilà, je renverrai la balle ailleurs. C'était une question plébiscitée. En fait, tout le monde se pose la question, mais pourquoi on part du principe qu'on va faire la guerre ? Il y a énormément de questions autour de ce thème-là. Est-ce qu'une désescalade est possible, etc., etc. Alors, je vais refaire l'ancien combattant. Quand je suis arrivé en école militaire à Couët-Quidan, je fais une licence d'histoire et un des profs d'histoire dont j'ai retenu la phrase, alors pas forcément dans le détail, mais en gros, la normalité dans l'histoire de l'humanité, c'est quand ça va mal, pas quand ça va bien. Voilà. Donc, à partir de là, quand vous regardez simplement l'histoire de l'Europe depuis 200-300 ans, vous voyez que la guerre est quelque chose d'assez fréquent. Ce qui est anormal, c'est qu'on n'ait pas eu de guerre en interne de l'Europe. Alors, tant mieux, mais voilà. Donc, on s'est habitué à ça. Quelque part, ça a contribué au désarmement intellectuel et pas simplement. Et on est surpris de voir la Russie de décider de prendre un territoire parce qu'elle considère que ça lui appartient et qu'elle le veut. Ça me fait penser à une phrase de je ne sais plus exactement qui, mais en gros, si quelqu'un vous désigne comme votre ennemi, quoi que vous fassiez, s'il veut que vous soyez votre ennemi, il sera votre ennemi. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à vous défendre,
dans un pays, il y a toujours une armée, la vôtre ou celle d'un autre. Peut-être un petit mot pour dire que la guerre, elle change aussi énormément de facettes. Aujourd'hui, on parle de guerre cognitive. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est déjà là, qui a déjà lieu. Un autre indicateur, enfin voilà, c'était juste pour... On parle aussi de guerre commerciale. Enfin, la guerre, elle est vraiment multimodale. On parle de polycrise, etc. Donc, on pense à une guerre de confrontation un petit peu basique de tranchées. Peut-être qu'elle arrivera, mais il y a déjà énormément de formes de conflictualité constamment. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des questions cyber. On a à peu près sur les infrastructures critiques qui vont être télécommunications, énergétiques, etc. Dans le monde, aujourd'hui, il y a les chiffres de 2024, il y avait 13 attaques cyber par seconde sur les infrastructures critiques. Donc voilà, en fait, on est dans une situation de conflictualité quasi constante, que ce soit d'un point de vue commercial, etc. Et un dernier mot, tout à l'heure, j'ai donné le chiffre des dépenses militaires mondiales qui n'a jamais été aussi élevé de toute l'histoire, qui est aujourd'hui à 2443 milliards de dollars, avec une augmentation du coup de 6,8% par rapport à l'année dernière. Donc en fait, c'est un indicateur également. Après, pendant la guerre froide, il y a eu une course aux armements massive. Il n'y a pas forcément eu de confrontation directe, mais même si c'est pas sur le territoire européen, s'il y a par exemple une guerre entre la Chine et Taïwan, ça aura des implications sur nos approvisionnements parce qu'on est extrêmement dépendant de l'Asie, etc. Donc il y a tous les effets cascades des conflits aujourd'hui dans le monde. Oui, puis si je peux me permettre, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'emballement climatique qui fait catalysateur de chaos et voilà, des nouvelles contraintes type IA qui flattent la force brute en fait, ou la course à la force brute. Merci. De nombreuses questions aussi sur les ressources. On a essayé de synthétiser un petit peu. On a parlé des terres rares, on a parlé des ressources nucléaires, de l'acier. La question globalement, c'est quelle est la résilience de la France face à ça ? Et peut-on produire sans les produits que la France ne dispose pas sur son territoire ? Alors, c'est pas difficile, on dispose de rien. Donc, voilà. Non, mais en termes de minerais, par exemple, on sait qu'il y a du lithium aujourd'hui en Alsace, sauf qu'il y a la question sociétale aujourd'hui de est-ce que la société française est capable d'accepter, notamment au niveau local, qu'il y ait une production de mines, enfin voilà, une production minière à cet endroit-là, sachant que pour avoir un peu des ordres de grandeur, il faut 10 à 15 ans pour ouvrir et mettre en opération une mine. Donc il y a tous ces enjeux-là en termes de temporalité. Pour le pétrole, on produit environ 1% de notre consommation nationale, donc c'est très très peu. En termes de gaz, extrêmement peu aussi. J'ai pas de chiffre exact, désolé, je ne peux pas répondre en termes de chiffres exacts. Sur la question de l'uranium, on ne produit pas d'uranium, on en fait des stocks et on l'importe notamment de 4 grands pays, enfin aujourd'hui de 3, du Canada, de l'Australie, le Niger avant, et le dernier c'est le Kazakhstan, enfin, c'est d'ailleurs un de nos premiers exportateurs. Donc voilà, sur l'ensemble de nos consommations énergétiques et minérales, en fait, on est très très dépendant de l'extérieur. Petite observation, si on parle nucléaire militaire, on a les ressources aujourd'hui, puisque nos ressources en uranium 238 et 235 sont largement suffisantes par rapport à la quantité dont on a besoin pour nos vecteurs, que ce soit le porte-avions ou les 10 sous-marins nucléaires d'attaque. Aucun problème là-dessus. La problématique, ce serait plus pour nos réacteurs nucléaires civils de production électrogène. Concernant le plutonium militaire pour nos armes nucléaires, là pareil, tant qu'on a un réacteur nucléaire en fonction chez EDF, on aura du plutonium. Donc il n'y aura pas de contrainte sur la ressource en plutonium. Alors, malheureusement, je vous laisse choisir. Donc voilà, c'était juste la petite observation sur l'uranium. Autre petit point aussi, peut-être si on développe les filières de 4e génération, mais là on va commencer à me dire oui, mais Émeric, alors tu parles trop de nucléaire. Mais si on commence à dériver sur les filières de 4e génération à neutrons rapides, alors là il n'y a plus aucun souci pour les 500 prochaines années en termes de ressources d'uranium en France stockées. Une question autour de la sobriété dans la guerre. D'abord la question de la sobriété elle-même, est-ce que c'est envisageable ? Et puis, est-ce que c'est un véritable avantage ? On a pensé aux drones qui descendent des avions russes. Et la question est, est-ce que c'est dans une perspective de guerre du type ukrainien, est-ce qu'on peut se contenter de faire une guerre pas chère en fabriquant des drones, en fabriquant des choses simples pour lutter ?
Alors, je vais répondre bêtement. Une guerre pas chère, je ne sais pas ce que ça veut dire. En revanche, quand on perd une guerre, je sais ce que ça veut dire. Donc, à un moment, il faut gagner la guerre. Si on est face à un adversaire qui veut prendre contrôle de notre territoire et aussi des personnes qui y habitent, ce que veut faire en gros Poutine, alors pour faire simplifier les choses, on fait un choix. Et donc, quel est le prix de la liberté? Churchill, il y a répondu en 40. Donc voilà. Pareil. Alors pour revenir sur la partie sobriété, c'est deux choses. Une chose c'est le contraire. Quand on fait la guerre, on s'en fout en fait. C'est pas le problème. Le problème c'est de rester en vie et de réussir la mission. Pour un militaire, la seule chose qui compte c'est la mission. Si être écologique ou être sobre ou économiser le carburant, parce que de toute façon, quand il part en mission, il a une contrainte énergétique, parce que si la mission doit durer 2 jours, et qu'il par exemple, il n'a pas d'approvisionnement, il va devoir gérer le carburant, par exemple. Il va faire attention. Si en revanche, il n'a pas ce problème-là, il va gérer d'autres problèmes qui sont au moins aussi importants. En revanche, d'un point de vue opérationnel, effectivement, si vous conservez votre capacité à faire la guerre parce que vous êtes, on va dire, plus économe de vos ressources en propre que vous avez avec vous, que ce soit des munitions, carburant, vous êtes plus à même de faire la guerre plus longtemps, d'agir plus longtemps que si vous devez vous arrêter. L'exemple c'est Dunkerque, où les Allemands se sont arrêtés pour des problèmes de carburant. Enfin, c'est pas que ça, mais il y avait un peu ça. Donc ils sont arrêtés parce qu'ils ne pouvaient pas avancer plus loin, parce que le haut commandement allemand avait peur de la rupture des chaînes d'approvisionnement et de retrouver avec les éléments avancés coupés par une éventuelle contre-attaque française. Bon, elle n'a pas eu lieu, mais il y avait ça dans l'esprit des chefs militaires allemands. Donc plus vous avancez, et c'est pour ça que Napoléon s'est exprimé de cette façon-là, pourquoi la logistique est importante. Donc en fait, c'est déjà intégré dans les armées. Mais quand on est dans l'action, ce qui compte, c'est la mission. Ouais, petite observation par rapport à ça, pour appuyer ton propos. Revenir encore aux sous-marins. La rupture technologique dans les sous-marins, par exemple, elle ne va pas avoir pour objectif de décarboner la propulsion. L'objectif sera véritablement opérationnel. Meilleur exemple, c'est les sous-marins diesel aujourd'hui. Mais avant, les sous-marins diesel, c'était 2 recharges de batterie par jour au schnorchel, en surface, qui émettaient des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, un sous-marin moderne, conventionnel, c'est-à-dire non nucléaire, il est capable de rester 3 semaines sous l'eau, grâce à des systèmes anaérobies, de piles à combustible, etc. Et l'objectif, c'est pas de décarboner, on est d'accord. C'est de pouvoir maintenir une arme opérationnelle complètement silencieuse, et je dirais plus silencieuse qu'un sous-marin nucléaire qui a toujours des pompes et des organes à maintenir en fonctionnement, alors qu'un sous-marin conventionnel qui est tout arrêté, personne ne peut savoir qu'il est là, et c'est la meilleure des armes aujourd'hui. Et je pense la dernière question sur le rôle de la population. Alors on a des questions sur la formation de la population. Est-ce que tout le monde devrait être formé à qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque ou en cas de guerre? Est-ce qu'on pourrait risquer une mobilisation générale comme ça s'est vu en Ukraine? Et une question différente mais sur l'alimentation. Est-ce que la population devrait avoir une résilience alimentaire ou des contraintes pour alimenter l'armée? Alors, concernant l'Ukraine, il n'y a pas de mobilisation générale. Ils ont fait un choix très particulier d'envoyer à la guerre les plus de 25 ans. Globalement, l'âge moyen des soldats, c'est 40 ans. Ils ont fait le choix, alors là ça a un petit peu changé ces derniers temps, de préserver les 18-25 ans, pour préserver l'avenir. Ouais, c'est aussi un pays qui a un problème démographique, à l'image des Russes. Là-dessus, vous avez 3 types de recrutement. Ceux qui sont obligatoires, qui sont circonscrits. Il y a ceux qui sont volontaires, et il y a ceux qui s'engagent, qui ont un contrat de 1, 2, 3 ans. Alors là, je n'ai pas approfondi le sujet. Donc, ce que fait aujourd'hui l'Ukraine en matière de recrutement de soldats, c'est très étonnant par rapport à l'habitude, ou l'image, l'idée qu'on se fait de la guerre en France, à chaque fois, on a fait de la mobilisation générale. Ça vient de la Révolution française, et on l'a fait, alors pas en 70, mais plutôt en 14 et en 40. C'était quoi la deuxième question? La formation de la population. Alors, la formation de la population, alors déjà, c'est s'intéresser un peu, faire de l'auto-formation. Et 2, si vous voulez faire de la réserve, faites de la réserve.
Moi, j'ai parlé du service militaire tout à l'heure. Un petit exemple concret de formation en population à Toulon, je suis toulonnais. Lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu une décision de la préfecture de distribuer ou de préparer un plan de distribution des pastilles d'iode que connaissent les populations qui sont autour des centrales nucléaires, déjà EDF. Mais là, pour le coup, de le faire dans l'agglomération toulonnaise, ça a surpris beaucoup de gens et personne ne comprenait. En gros, la raison, c'était il y a deux principales bases militaires dans la marine en France, qui sont Brest et Toulon. Donc s'il devait y avoir une attaque étrangère sur notre territoire, il est évident que Brest et Toulon seraient les premières impactées. Donc s'il devait y avoir une arme nucléaire peut-être de petite charge, eh bien effectivement une des informations à communiquer aux populations, c'est peut-être leur dire vous êtes dans une cible stratégique aujourd'hui, quoi. Merci. Et du coup, il y avait aussi la question de l'alimentation des armées et de la population. Alors, l'alimentation, je reprends un article, c'est un article que j'ai lu sur OPEX News, ou OPEX 360. L'armée américaine refuse par an 52 000 personnes du fait de l'obésité. Quand on lit ça, on se dit, à titre perso, mais comment un pays qui a ce taux d'obésité du fait de la très mauvaise qualité alimentaire ou une façon de manger américaine, qu'on n'a pas encore en France, mais on a un peu ce problème-là, comment ce pays-là va pouvoir se défendre avec des gens qui sont juste incapables de tenir un fusil, pour faire simple. Donc ça, c'est un effet. Et donc, pour reprendre une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Stéphane Linou, je ne sais pas si c'est lui qui a la question, mais oui, je pense que déjà, en termes de souveraineté alimentaire, on n'y est pas en France. Et donc, on a parlé de problème de ressources, c'est une ressource parmi d'autres. Et si on n'est pas capable de se nourrir à partir de notre territoire, ça interroge. Le Covid l'a montré. Moi, j'adore les crêpes. Et j'ai découvert c'est marrant, que l'Ukraine et la Chine produisaient l'essentiel du blé noir pour faire les crêpes. C'est anecdotique, mais en même temps, c'est illustratif sur des choses très simples où on n'a pas la ressource chez nous. Et j'ai du mal à comprendre que les Bretons ne soient pas capables de fabriquer le blé noir pour faire les crêpes. C'est simpliste, hein, mais moi, ça me choque. Voilà. Alors, non, les galettes, c'est une question. Bref, on en parlera. C'est technique, ça, comme. Quelle est la proportion de recyclage des matériaux dans l'armée en général? Alors j'imagine qu'il y a plein de matériaux, mais que ça va du combustible fissile jusqu'à l'acier. Et on parlait du foncier aussi. Est-ce qu'il y a une réflexion de transition? Est-ce qu'il y a de la foresterie gérée ou de la biomasse ou je ne sais quoi qui peut être fait avec ces milliers de kilomètres carrés? Alors, je vais répondre à la deuxième partie, qui est la partie foncier infra. On a énormément de terrains militaires qui sont des refuges pour la faune, parce qu'en fait, il y a assez peu de trafic, à part quelques chars qui passent. Et donc, ils sont très riches. Et d'ailleurs, les sociétés de chasse s'en sont ravis. Et le SGA qui est en charge de tout ça, les Natura 2000, c'est très présent chez nous. Parfois, ça va à l'extrême où ça empêche les militaires de s'entraîner. Et là, d'un point de vue opérationnel, c'est quand même extrêmement gênant. Voilà. Donc, mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'agroforesterie, tous ces machins-là, c'est pas notre problème. Notre problème de notre terrain, c'est d'avoir un espace où on peut s'entraîner librement, dans la mesure du possible, sans envahir tout le temps le monde civil, les champs, les machins. Donc, on va pas faire des forêts pour faire plaisir. Il nous faut des espaces où on peut manœuvrer avec nos chars. Et encore, on a des espaces qui sont très réduits quand on compare à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Et quand on déploie une brigade ou une brigade, il faut de la place, quoi. Et malheureusement, ça manque un peu en France. Donc le foncier, il nous sert à nous entraîner. L'objet d'une armée, comme je le disais au début, c'est fait pour s'entraîner. C'est pas fait pour faire de la forêt.
Un dernier mot sur l'infrastructure. Donc c'est le premier propriétaire foncier de l'État, mais pour tout ce qui va être infrastructure, en fait, le ministère des Armées, il suit la réglementation nationale. Donc il suit les objectifs d'efficacité énergétique des bâtiments, etc., etc. Donc ça a un coût gigantesque parce que c'est des vieilles infrastructures vétustes, mais ils sont en train de sortir complètement des chaudières à fioul, de se raccorder au réseau de chaleur urbain, de faire de l'efficacité énergétique sur les bâtiments, etc. Donc voilà, c'est pris en compte. Et l'autre question sur la gestion des déchets, la question est tellement vaste qu'il n'y a pas un pourcentage qui va représenter ça, mais de la même manière, oui, sur les bases, ils suivent la réglementation nationale de traitement des déchets, donc là, voilà, alimentaires, etc. Pour tout ce qui va être déchets toxiques, déchets nucléaires, je ne saurais pas du tout vous dire. Alors, ouais, pour rebondir sur ce que disait Noémie, je vous ai montré toutes les stratégies du ministère des Armées qui sont liées à l'énergie et l'environnement. Toute cette question, la réponse à votre question, elle est dans ces stratégies. Une partie de cette stratégie, celle du développement durable, qui est plutôt SGA, donc c'est la partie administrative. Donc c'est déjà dedans en fait. Et c'est intégré, et pour avoir un peu d'ancienneté dans les armées, c'est intégré depuis facilement 20 ans. Donc on le fait, et on est plutôt bons élèves, je pense. Mais l'objectif quand même d'une armée, c'est de s'entraîner. Et en termes d'utilisation des ressources, donc on a mentionné ce qui est très gourmand, faire voler des Rafales, produire des sous-marins d'attaque. Est-ce que l'armée, enfin j'imagine que oui, j'espère, investit beaucoup dans ce qui coûte moins à opérer? Donc c'est faire peut-être moins de Rafales, plus de drones, préparer des attaques cyber, de la déstabilisation qui est plus dans la tête et moins balancer des kilos d'acier à vitesse supersonique. Si on pense la guerre pour être écologique, on va perdre la guerre. Donc, qu'on utilise les drones, de toute façon, c'est une évidence. Donc là, il n'y a pas de discussion. Si les drones ont un effet sur l'écologie des armées, tant mieux. Mais là, pour moi, comme dit Aymeric, l'important d'une armée, c'est d'être capable de défendre la nation. Donc, les problématiques écolo, j'entends bien. Je pense que, je le suis aussi. Mais de mon expérience, quand je discute avec les militaires que je côtoie au jour le jour jusqu'à présent, la priorité des chefs militaires, c'est l'opérationnel. Donc tout ce qui contribue à l'opérationnel sera pris, tout ce qui entrave l'opérationnel sera, pour faire simple, rejeté. Oui, mais il y a une prise de conscience que l'opérationnel ne fonctionne pas sous une réflexion sous contrainte. Je suis convaincu que dans le monde qu'on a décrit et qui vient, si on ne prend pas en compte tout ce qu'on a dit, la problématique de ressources, d'énergie, de dérèglement climatique, il y aura nécessairement des surprises opérationnelles. Donc oui, et c'est le rôle des armées de l'anticiper. Okay. Il y a une dernière question, un peu de géographie. On a parlé beaucoup des conflits liés aux ressources. Il y a aussi des migrations qui sont prévues, qui sont énormes. Et une géographie, la France est dans l'Europe. J'imagine que l'armée française se voit beaucoup au sein de l'Europe, j'espère. Vous l'avez dit que ça n'a pas toujours été le cas, mais on y croit pour les prochaines décennies. Est-ce qu'il y a une unité géographique de l'Europe face à l'Est, le Sud? Est-ce que les migrations vont être un facteur de guerre, de défense? C'est un peu hors sujet. Ça me dérange. Enfin, je vais y répondre bêtement oui. Quand vous regardez les déploiements français, que ce soit en Lituanie ou en Roumanie, qui s'inscrivent dans le cadre de l'OTAN avec l'Union européenne, oui, on le fait déjà. Mais pour moi, j'estime que c'est pas dans le sujet de ce qu'on discute aujourd'hui là. Juste peut-être, on ne parle pas en termes d'unité géographique. La géographie, oui, notre géographie, elle ne change pas. Et notamment, on restera toujours les voisins de la Russie. Il y a une phrase, une citation qui dit qu'on a la politique de notre géographie. Et c'est tout à fait vrai. En fait, on est inscrit sur ces territoires. Ça va plus être des alliances géopolitiques qui vont se former. Et oui, aujourd'hui, il y a, en termes de défense, une réponse dans le contexte de la guerre en Ukraine, justement, une sorte d'alliance européenne qui se met en place autour des enjeux de défense. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y a aujourd'hui un budget européen pour la défense qui a grossi. Et ce n'était pas du tout le cas avant. Et voilà, il y a une histoire. Il y a la question aussi avec l'élection de Trump qui met une très grosse pression sur l'OTAN d'un resserrement un petit peu de l'Europe pour essayer d'assurer une défense commune. Sauf que comme on l'a vu, elle n'en a pas forcément les moyens. Et les Américains sont un tel contributeur en termes de matériel, de capacitaire, d'hommes, de renseignements, tout ce qu'on veut, pour assurer la
défense européenne dans le cadre de l'OTAN que voilà, l'Union européenne se réveille un petit peu en essayant de reconstituer une politique européenne de défense, je dirais. Ouais, je renverrai vers la phrase du Premier ministre ou président polonais qui explique qu'il ne comprenait pas pourquoi une organisation de 450 millions d'habitants ait besoin d'un pays de 350 millions d'habitants pour se défendre contre un pays de 150 millions d'habitants, qui est la Russie. Voilà. L'Europe reste une puissance, enfin plutôt pourrait être une puissance. Plutôt pourrait être une puissance. C'est à nous, Européens, Français, de penser ou pas de l'être. Mais les autres, eux, nous attendront pas. Quand une guerre se déclare, ça coupe beaucoup de flux d'approvisionnement, ça crée des manques, des pénuries. Est-ce que la diplomatie peut permettre justement la promesse de couper les flux d'approvisionnement peut être un moyen de désamorcer certains conflits? Comme par exemple la Russie qui rentre en guerre, ça met beaucoup moins d'énergie fossile en l'occurrence à disposition des Européens. Donc les Européens n'avaient pas envie de cette guerre. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question, parce qu'elle était un petit peu alambiquée. Mais elle était alambiquée, ouais. Mais peut-être pour répondre brièvement, dès le début de la guerre en Ukraine, l'ensemble de l'Union européenne, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait annoncé qu'à horizon 2027, l'Union européenne serait totalement indépendante des flux énergétiques d'hydrocarbures en provenance de la Russie. Il faut savoir que la Russie, avant le début de la guerre en Ukraine, était le premier fournisseur de gaz, notamment de l'Union européenne. Donc dès 2022, il y a eu des sanctions de la part de l'Union européenne qui ont été mises contre la Russie. Sauf que ce qu'on a vu au fur et à mesure des 3 années qui sont passées déjà, c'est que la Russie a réussi quelque part à contourner ces sanctions, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz. Et on a parlé aujourd'hui de flotte fantôme. Donc je vous conseille, on n'a pas forcément le temps d'aller développer ici, mais d'aller regarder. En fait, la Russie a réussi à contourner complètement les sanctions en continuant à exporter son pétrole par voie maritime sur des bateaux à travers des sociétés écrans. Donc voilà, donc en fait on continue. Alors aujourd'hui, il y a des nouveaux paquets de sanctions qui ont été mis, qui apparemment durcissent à nouveau les sanctions, donc vont peut-être réussir à réduire. Mais il faut bien avoir en tête que malgré les sanctions et malgré les postures politiques qui ont été prises, on a continué au sein de l'Union européenne à importer du pétrole russe pendant la guerre, donc à financer l'effort de guerre. C'était quand même l'objectif initial des sanctions. Petit complément sur le gaz naturel, pour un sujet aussi que j'ai connu aussi dans ma carrière professionnelle. On a remplacé une dépendance énergétique vis-à-vis du gaz russe pour... Pardon. Donc on est passé d'une dépendance russe pour le gaz russe à une dépendance finalement américaine avec le GNL américain sur lequel on ne peut pas se passer aujourd'hui du fait de cette coupure-là à l'Est. Et on a une dernière question sur la faisabilité industrielle des prospectives. Est-ce qu'on va arriver à électrifier à temps, par exemple, dans les bons ordres de grandeur? Est-ce que la défense se voit comme une nécessité d'accélérer ça? Alors, à titre perso, j'ai du mal à imaginer des chars électriques. Parce qu'on mette une grosse batterie avec un gros moteur électrique est une chose. La question, c'est comment je le remplis après, quelle source d'énergie, enfin, d'électricité j'ai sur le terrain pour alimenter des machines que 50 tonnes. Et là, intellectuellement, je ne sais pas faire. Donc, alors pour avoir l'occasion, enfin, pour moi, aujourd'hui, les armées, et c'est un problème aussi, sont presque condamnées à utiliser le thermique aussi longtemps que possible, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant, avec la contrainte de la perte des compétences de l'industrie sur les moteurs thermiques, à moins que l'Union européenne revienne sur sa décision. Donc vous voyez, on est presque sur un effet ciseau. Là. Mais il est clair que comment... la conférence de Janco à l'école de guerre explique bien ça. Quand il compare les armes d'avant les énergies, enfin de l'époque des énergies renouvelables, c'est-à-dire avant l'industrie, où on avait des voiles, des chevaux, des machins, à les machines d'aujourd'hui qui ont des puissances énormes, mais qui ne fonctionnent que parce qu'il y a du pétrole. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Elle donne quelques clés, qu'elle viendra compléter ce qu'on vient de vous dire.
Alors rendons à César ce qui appartient à César. Donc allez regarder la conférence de Janco et aussi il y a eu ça, vous avez distribué ça partout. Donc le cercle thématique défense que vous menez avec 4 autres personnes qui sont dans la salle. Si ces sujets vous passionnent, si vous pensez qu'il faut faire une réconciliation nationale ou en tout cas une espèce de préparer les populations, développer notre force morale et mentale pour ce qui vient sous toutes ses formes, eh bien peut-être que ce cercle est le bon endroit. Merci à vous.